Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Faut-il réindustrialiser l'économie française? La réponse est évidemment oui, il le faut. Mais comment? Pourquoi? Dans quelle modalité? Quelles sont les limites? C'est un sujet évidemment d'actualité du XXIe siècle. On a eu une prise de conscience de ce sujet-là, notamment après la Covid-19, mais plus encore après le phénomène de mondialisation qui a eu lieu au cours du XXe siècle et avec les nombreuses désindustrialisations de notre économie. Voici donc le plan que je vous propose. On répondra de la manière suivante, avec un grand 1, la prospective d'une réindustrialisation inédite et inéluctable au niveau mondial. Nous verrons ainsi en quoi la réindustrialisation est une opportunité pour l'économie française de s'adapter aux mutations du monde, tout en précisant les effets indéterminés de celle-ci sur notre économie. En deuxième partie, on verra que cette réindustrialisation doit s'effectuer, évidemment par une politique industrielle stratégique et impulsée par l'État français, mais à l'aune d'une éventuelle réindustrialisation des autres économies. Se pose donc la question ici du degré d'intervention de la puissance publique dans l'économie française, mais également de notre adaptation, de l'adaptation de notre politique industrielle française au regard des contraintes internationales. Alors commençons. Fin mars 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait « Il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. » Dans la continuité de son discours politique, il poursuivit, en août dernier, au moment d'inaugurer le laboratoire pharmaceutique Sequens, en assurant que, je cite, « Nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. » L'idée de la réindustrialisation française a véritablement refait surface avec la crise de la Covid-19, y compris parmi les libéraux. En effet, avec un fort niveau de dépendance de l'économie française et de son niveau d'approvisionnement, la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité du tissu industriel français. La crise de la Covid-19 aura au moins eu le mérite de faire prendre conscience de l'impact de la désindustrialisation sur l'économie française. Crise structurelle, la désindustrialisation peut s'entendre comme la place décroissante du secteur secondaire dans les pays développés à économie de marché. Une économie, définissons-la, doit s'entendre comme la situation économique conjoncturelle et structurelle d'un pays. Selon l'économiste Colin Clark, elle peut être divisée en 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Historiquement, l'industrialisation de la France s'est étalée du XIIIe siècle au XXe siècle. À plusieurs époques, l'économie française aura connu des industrialisations. Au départ, sous Napoléon III, la France rurale s'est rapidement industrialisée avec l'agrandissement des villes et la création d'infrastructures de transport, d'entreprises et des banques. Mais depuis les années 1970, l'économie française aura connu un fort mouvement de désindustrialisation. En effet, le poids de l'industrie française dans la richesse nationale a été divisé par 2. Le processus de désindustrialisation est lié à l'ouverture de nouveaux marchés et des espaces de production, lesquels ont conduit à une mutation de la géographie mondiale que l'on connaît, de la production industrielle. Aussi, il faut préciser que la désindustrialisation peut conjoncturellement résulter de la hausse des coûts de matières premières et de l'énergie, ou de crises, telles que les chocs pétroliers des années 1970. Il en résulte des conséquences néfastes sur l'économie française. Elle sera frappée par la perte de savoir-faire spécifiques, comme par exemple dans le textile ou la métallurgie, par un déficit des balances commerciales, alors que le secteur industriel est plus exportateur que le secteur tertiaire, ou encore par des millions de pertes d'emplois provoquées par les délocalisations à l'étranger. Fondons-nous sur une étude. Selon une étude d'Ernst & Young,
donc grandir en Europe en 2008, si la France manque d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, par rapport à l'Allemagne, sa situation économique est encore plus alarmante concernant le déclin de ces très grandes entreprises de plus de 5000 salariés. Par ailleurs, selon une étude de l'INSEE, 80% des médicaments et du textile sont importés, traduisant le fort niveau de dépendance de l'économie française. Or, le déclin industriel n'étant en rien une fatalité, de nouvelles opportunités s'offrent aujourd'hui à l'économie française. Se définissant comme l'ensemble des politiques économiques mises en place, la politique française actuelle de réindustrialisation correspond à des objectifs de pérennisation à long terme de l'emploi industriel, à l'augmentation significative de la production industrielle et à la redynamisation des territoires français. Alors, si la réindustrialisation semble être une opportunité pour l'économie française, encore faudrait-il ne pas nier ces difficultés et par voie de conséquence déterminer comment la mener efficacement. Or, une des difficultés réside en ce que notre réindustrialisation devra être réalisée dans une conjoncture économique bien différente que lors des révolutions industrielles précédentes. Face à la désindustrialisation, cependant, si certains voient la réindustrialisation comme une nouvelle révolution industrielle inédite, pour d'autres, prenons l'exemple de l'économiste Randon Cameron, l'expression de révolution industrielle serait mal choisie. Il s'agirait plutôt d'une évolution temporelle et géographique logique, résultat de bouleversements majeurs. De surcroît, rien ne garantit assurément une réindustrialisation efficace et bénéfique pour l'économie française. Pour l'heure, il n'existe aucun consensus quant à l'efficacité d'une réindustrialisation parmi les économistes. La question industrielle reste avant tout un choix politique, un choix de politique économique, et constitue en cela un véritable débat qui est ouvert. En dépit des obstacles qui risquent de se poser à elle, la France serait gagnante, assurément, à mener une politique économique de réindustrialisation. Si ces apports semblent, d'apparence et sont en réalité globalement positifs, le thème de la renaissance industrielle présenté comme une solution simple à tous nos maux économiques pourrait tout aussi bien être qu'un simple slogan électoral et populiste. Opportunité pour la France, s'il est clair que la reconquête industrielle se heurtera à des obstacles, en quoi, et c'est la question que nous vous posons, en quoi la réindustrialisation pourrait malgré tout s'imposer à l'économie française, tant elle apparaît attractive. Phénomène qui risque de se généraliser au niveau mondial, l'hypothèse d'une réindustrialisation de l'économie française se profile et semble louable. Séduisante, elle mériterait toutefois un encadrement spécifique, notamment par les divers agents économiques du marché. Nous allons donc voir la prospective d'une réindustrialisation inédite et inéluctable au niveau mondial. Opportunité française pour s'adapter aux mutations du monde. La réindustrialisation doit être envisagée sur le long terme. En cela, le recours au protectionnisme se devra d'être modéré pour accompagner cette réindustrialisation, s'apparentant potentiellement à une forme de troisième forme de révolution industrielle. Toutefois, une potentielle réindustrialisation française présente des effets indéterminés. De ce fait, l'on comprend alors que si une réindustrialisation apparaît bénéfique pour l'économie française, elle devra toutefois être accompagnée de mécanismes correctifs pour réduire les inégalités économiques. La réindustrialisation constitue donc une opportunité pour l'économie française de s'adapter aux mutations du monde. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si l'on va vers une troisième forme de réindustrialisation de notre économie. À cet égard, certaines analyses, comme celle de l'historien Patrick Verlet, dans son ouvrage La première révolution industrielle, paru en 1999, ont considéré la première révolution industrielle comme une révolution technologique. Aujourd'hui, la perspective d'une potentielle réindustrialisation prendra une tournure similaire, quoique substantiellement nouvelle. On assiste ainsi à une troisième industrialisation,
démarrée à la fin du XXe siècle. Pour l'économiste Jeremy Rifkin, elle se distinguerait des secteurs d'activité classiques de la production. Elle se déclinerait par le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication et par des nouvelles sources d'énergie et de transport. Pour Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle désigne ainsi une vision et un projet à réaliser, alors que pour l'historien François Caron, elle rend compte d'un fait historique en cours. Qu'importent ces querelles terminologiques, selon l'universitaire Anaïs Volgilis, la réindustrialisation sous-tend des efforts de la part de l'ensemble des acteurs. Allant de la définition d'une stratégie industrielle par l'État français, à la modernisation des sites de production industrielle, en passant par l'investissement important dans l'innovation technologique, innovation qui pourra se matérialiser par exemple par l'introduction d'un nouveau bien, ou par l'invention de nouvelles méthodes de production, ou par une réorganisation des services et pratiques, ou encore par une meilleure approche en matière de marketing. Présentant des effets positifs et inédits, cette troisième forme de réindustrialisation constitue une opportunité au regard de l'épuisement des réserves pétrolières. Ainsi, elle aurait l'avantage de limiter les effets du changement climatique. Opportunité considérable pour l'écologie, la production Made in France diminuerait les coûts de pollution qu'engendrent les importations faites depuis l'autre bout du monde, la Chine notamment. De surcroît, cette révolution pourrait pleinement s'inscrire dans le cadre d'une politique de développement durable. Pour l'économiste Gabriel Collettis, la réindustrialisation serait compatible avec l'écologie, mais à la condition que l'économie française produise différemment. Plus globalement, elle permettrait de lutter contre les inégalités consécutives à la mondialisation. Précisément, l'économie française pourrait retrouver les emplois perdus à la suite de ces délocalisations. Aussi, la France pourrait gagner à s'inspirer des ambitions des autres États-nations. Par exemple, comme l'a fait le président Barack Obama lors de sa dernière élection, sujet électoral pour les swing states, donc c'est-à-dire les États indécis au moment du vote, concernés par la question industrielle, le candidat Barack Obama avait alors développé un argumentaire visant à promouvoir la réindustrialisation des États-Unis. Cependant, pour l'économiste Helen Torgman, cette troisième révolution industrielle annoncée par Jeremy Rifkin n'aura pas lieu. D'après elle, la réindustrialisation ne prendrait pas en compte les rapports de pouvoir ainsi que les modes de fonctionnement des macrosystèmes comme les enjeux de l'autonomie des techniques et des technosciences. À cet égard, la Banque de France souligne dans son étude de 2017 que la désindustrialisation française résulte d'un manque de progrès technique ainsi que des évolutions de la structure globale en se référant à la loi d'Engel de 1857, démontrant que la demande globale est supérieure à 1 au regard de l'élasticité revenu de la demande de services. De surcroît, cette forme de capitalisme immatériel continuerait à provoquer des dégâts écologiques considérables. Le cas de la réindustrialisation amorcée par le président Donald Trump est particulièrement révélateur. Par exemple, en promouvant la production et l'exportation du pétrole et du gaz de schiste, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux de gaz naturel. Ainsi, l'hypothèse d'une troisième révolution industrielle est tantôt bénéfique, tantôt inégalitaire. Intuitivement, l'on pourrait croire que sa mise en œuvre nécessite des mesures protectionnistes. Pourtant, en vue de ne pas reproduire les erreurs du passé, le protectionnisme mené par la France devrait être employé avec prudence. On gagnerait donc à faire une réindustrialisation de notre économie grâce à un protectionnisme modéré. Avec l'accentuation de la mondialisation, l'économie française est devenue dépendante des autres économies. Par exemple, selon une étude du Centre d'études prospectives et internationales de 2015, la dépendance de la production française à l'égard de la Chine a été multipliée par 10 environ entre 1995 et 2014. Mise en lumière par la crise de la Covid-19,
Cette dépendance qui révèle les failles d'un modèle libre-échangiste est désormais sous le feu des critiques. En réponse à cette crise, la réindustrialisation semble à première vue présenter de nombreux avantages. Elle impliquerait nécessairement une part de protectionnisme, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui visent à protéger la production d'un pays contre la concurrence étrangère. Selon l'économiste Nicolas Kaldor, le protectionnisme permettrait de protéger les emplois. Pour le prix Nobel de 1988, Maurice Allais, il permettrait d'éviter le chômage, resté supérieur à 8% en France depuis 1985, la baisse des salaires des moins qualifiés, ou encore de lutter contre les pratiques de dumping, voire du dumping social. Toutefois, la réindustrialisation ne devrait pas se traduire par un retour au protectionnisme. De manière radicale, le président de la République François Mitterrand déclarait en 1995 devant le Parlement européen que le nationalisme, c'est la guerre, une formule bien connue. Outre les aspects politiques de ce discours, il s'agissait aussi d'une mise en garde pour M. Mitterrand sur les velléités nationalistes visant le rétablissement des frontières économiques. S'il est dangereux de vouloir les supprimer, il est d'autant plus d'en réclamer leur établissement imperméable. En effet, par le passé, le protectionnisme que l'on pourrait qualifier d'offensif, un protectionnisme offensif a exacerbé les égoïsmes des États-nations. On pense notamment avant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'échelle du monde, essai sur l'industrialisation de l'Occident paru en 1997, l'historien Patrick Verlet a expliqué le déclin de l'industrialisation des Pays-Bas par les nombreuses guerres qui les auront touchés. Ces égoïsmes nationaux se sont retranscrits dans les années 1930 par la majoration de droits de douane, par la dépréciation des monnaies, ou encore le contingentement de certains types d'importations. Même des sanctions économiques, a priori inoffensives, peuvent révéler des sentiments de rancœur. Tel a été le cas lorsque les États-Unis ont mis en place en 1941 un embargo général sur les exportations du pétrole et de matières premières de l'Empire du Japon, sanction qui aura légitimé l'entrée en guerre du Japon. Indéniablement, ces choix de politique économique auront créé un climat favorable au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En tout état de cause, les rapports de force sont considérables dans une économie mondialisée. Disposant de leviers de pression, seules les premières puissances industrielles pourraient en principe se permettre de faire pression sans encourir de risques. C'est ce que font couramment les États-Unis. Mais même la réindustrialisation sous la mandature de Donald Trump aura présenté ses limites. En effet, la réindustrialisation américaine a généré une guerre commerciale avec la Chine, première puissance économique. Au lieu d'adopter une attitude plus conciliante avec les Chinois, s'en est suivi une forte augmentation des taxes douanières entre les deux premières puissances économiques mondiales. De manière globale, les effets d'une réindustrialisation via un protectionnisme trop offensif génèrent, par ricochet, maintes retombées négatives à l'égard de l'économie mondiale et in fine à l'économie française. C'est pourquoi le protectionnisme devra être appliqué à la fois de manière modérée et temporaire. À cet égard, afin de réindustrialiser une économie, l'économiste Friedrich List préconisait comme manière de faire de recourir à un protectionnisme éducateur. Alors, le protectionnisme éducateur pour l'économie française, c'est quoi? L'idée serait de défendre ces nouvelles industries naissantes, face à d'autres déjà solidement installées sur le marché, comme celle des États-Unis ou de la Chine. Ainsi, l'application d'un protectionnisme éducateur permettrait de développer un avantage comparatif, comme le préconisait David Ricardo, c'est-à-dire une spécialisation d'une économie dans un domaine particulier. La réindustrialisation peut constituer une opportunité pour l'économie française en ce sens que, si la France mène stratégiquement sa politique économique, alors elle serait en mesure de s'adapter aux mutations du monde. Il reste que les effets bénéfiques d'une réindustrialisation, si tant est qu'ils existent, risquent cependant d'être répartis inégalement dans la sphère économique française. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir
les effets indéterminés d'une réindustrialisation de l'économie française. Alors il est clair, disons-le, qu'il y aura un enrichissement global, certain, un enrichissement de l'économie française. Du point de vue de l'offre, plusieurs aspects macroéconomiques positifs pourraient être anticipés. Premièrement, la réindustrialisation pourrait se réaliser en vertu de la théorie des avantages absolus énoncée par Adam Smith. En partant du postulat que la théorie ricardienne n'est qu'une renonciation à la pleine puissance économique de la France, l'économie française gagnerait idéalement à se spécialiser dans toute production pour ensuite exporter ses biens. C'est par l'échange et son ouverture au commerce international que la France s'enrichira. Le Made in France, prôné par l'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique Arnaud Montebourg, serait dès lors envisageable et même bénéfique. Ce Made in France. La France a déjà des atouts industriels, comme dans le secteur spatial. In fine, la réindustrialisation devrait aussi être perçue, non pas comme un frein à leur développement, mais comme une opportunité pour soutenir les activités de service. Toutefois, rien ne garantira que l'économie française parvienne à réussir une réindustrialisation totale. Au moins, devra-t-elle tenter de se réindustrialiser dans certains nouveaux domaines pour l'heure en déclin. L'on pense notamment au secteur de l'automobile, où PSA et Renault seraient déjà en bonne position pour réindustrialiser leur site de production. C'est d'autant plus urgent car en 2020, la part de la production automobile française au niveau de l'Union européenne n'a été que de 8%. Mais si les délocalisations ont été justifiées par le prix trop élevé du travailleur français, d'autres secteurs auront à l'inverse été préservés de la désindustrialisation, tels que l'aéronautique français ou le ferroviaire français. Encore que. À cet égard, l'économiste Eli Cohen parle d'un colbertisme high-tech. C'est la formule qu'il emploie, le colbertisme high-tech, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une politique verticale permettant, par exemple, le préfinancement du développement industriel. L'application de ce néocolbertisme expliquerait le succès des politiques industrielles dans ces secteurs d'activité. Ces politiques économiques auront naturellement été accompagnées de progrès techniques. En effet, selon l'économiste Robert Solow, le progrès technique, incorporé dans le capital, induirait une qualité de travail plus élevée grâce aux moyens et aux méthodes de production plus développées et fortement exigeants en termes de qualification. Deuxièmement, une réindustrialisation française devrait susciter l'accueil des potentiels investissements directs à l'étranger, IDE. Ces investissements directs à l'étranger contribueraient à générer une dynamique de croissance dans le pays d'accueil par la hausse de la production et des revenus, par l'accroissement des exportations ou encore par le développement des technologies et des compétences. En vertu de la loi de Wicksell de 1898, il conviendrait alors de redonner confiance aux investisseurs dans des débouchés pérennes, via notamment des carnets de commandes bien remplis. D'autre part, ces investissements directs à l'étranger devront être directement rentables pour les entreprises. Or, le problème actuel de l'économie française est qu'elle n'est pas suffisamment attractive pour susciter autant d'IDE. En effet, alors que les 3/4 des flux d'IDE sont déjà concentrés dans les pays développés, la France recule régulièrement en termes d'IDE depuis les années 1992 dans le commerce mondial, une situation un temps dissimulée par la croissance de ce commerce. Face à ce déclin, le salut de la France pourrait provenir d'une amélioration de la qualité de ses institutions publiques. En effet, certains économistes soutiennent l'importance de l'efficacité du secteur public comme déterminant des IDE. En cela, les institutions publiques donneraient une image plus professionnalisante de l'approche industrielle à destination des entreprises. Concrètement, l'amélioration de la qualité des institutions permettrait une protection efficace des droits civils et des droits de propriété, ou encore le maintien de garanties aux salariés avec un droit du travail protecteur tout en étant flexible, ou encore une grande liberté économique et politique, ou encore une meilleure transparence pour lutter contre la corruption,
ou encore la facilité à créer une entreprise, ou encore l'efficacité d'une justice et d'une surveillance prudentielle par les institutions publiques. L'ensemble de ces éléments devrait ainsi favoriser une plus grande prospérité de l'économie française. Au demeurant, le développement du marketing des institutions publiques amplifierait l'attractivité française. En retour, il faudra compter sur la capacité des entreprises à pleinement s'organiser et jouer le jeu, afin d'impulser un modèle valorisant de tous les secteurs de l'économie, qu'ils soient industriels, primaires ou tertiaires. Certes, la réindustrialisation pourrait importer des effets globalement positifs au niveau macroéconomique. Pour autant, il est à prévoir l'accroissement des inégalités économiques entre les divers agents. Nous allons donc voir en quoi la réindustrialisation de notre économie peut être source d'inégalité pour certains agents économiques. Source de tension, la réindustrialisation pourrait susciter des problèmes de redistribution des richesses. Ces bénéfices risquent en effet d'être inégalement répartis entre les agents économiques. Selon le prix Nobel de 2001, Joseph Stiglitz, la distorsion de la répartition de la valeur ajoutée accroîtrait les inégalités de revenus. L'une des raisons du risque de la réindustrialisation pourrait s'expliquer par les revers de progrès techniques. En effet, en vertu de la théorie du déversement sectoriel d'Alfred Sauvy, le déclin d'un secteur industriel résulterait structurellement des transferts d'emplois d'un secteur d'activité vers un autre grâce aux gains de productivité induits par le progrès technique. Dans cette approche, l'on pourrait ainsi croire que seul le progrès technique lui-même suffirait à inverser le déclin industriel français. Or, une réindustrialisation par le progrès technique pourrait aboutir soit au mieux à un taux de chômage d'équilibre via les effets d'hystérèse, théorisés par les économistes Olivier Blanchard et Lawrence Summers en 1986, c'est-à-dire la crainte des employeurs à embaucher malgré une période d'après-crise, soit à un chômage frictionnel, c'est-à-dire une période normale et volontaire du chômage avant que les travailleurs ne se fassent embaucher en attendant d'avoir des emplois correspondant à leur qualification, soit au pire à la robotisation et à la propagation de l'intelligence artificielle qui justifierait l'absence de recrutement de personnel. En effet, les Nations Unies estiment que la population mondiale atteindra près de 8,5 milliards de personnes d'ici 2030, ce qui implique que les robots remplaceront les emplois d'environ 10% de la population future. La réindustrialisation serait donc bénéfique pour les industries automatisées, mais pas pour les industries de main-d'œuvre. Les inégalités économiques seront d'autant plus observables au sein même des catégories socio-professionnelles. En effet, la troisième révolution industrielle nécessitera de nouveaux savoir-faire. La réindustrialisation serait alors bénéfique pour les cadres, lesquels disposeront de compétences nécessaires pour se faire embaucher rapidement. Tandis qu'en reprenant l'analyse sur le chômage dégagé par l'école de la régulation, avec à sa tête les économistes Robert Boyer et Michel Aglietta, les travailleurs non qualifiés seront remplacés par des robots. Or, le problème actuel est qu'à l'inverse de ses homologues européens, le système scolaire français a tendance à dévaloriser les formations techniques et professionnelles qui souffrent d'un discrédit persistant. Chaque année, 100 000 jeunes sortent ainsi des écoles sans diplôme, alors qu'une formation professionnelle pourrait constituer leur voie de salut. De manière plus radicale, Karl Marx aurait pu considérer l'avènement d'une troisième révolution industrielle comme une menace pour les prolétaires. En reprenant la grille de lecture qu'il a utilisée, Marx, pour analyser la première révolution industrielle, le passage d'un capitalisme commercial à un capitalisme industriel serait le point de départ marquant l'émergence d'une ère pleinement capitalistique. Plus précisément, l'avènement de nouveaux modes de production capitalistique conduirait à une concentration des richesses aux mains des capitalistes. Dans son manifeste du Parti communiste, Karl Marx formulait le souhait que, je cite, « Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Si l'histoire aura démenti sa prophétie,
Et reste qu'entre-temps s'est développé en France le modèle de l'État-providence. Juste équilibre entre socialisme et libéralisme. Ce modèle d'État-providence a l'avantage pour les étatistes d'agir directement sur l'économie, mais tout en corrigeant ses défaillances, grâce notamment au système de redistribution de richesses, afin de minimiser les inégalités entre les classes professionnelles. Face à la concurrence internationale, l'économie française devra, tôt ou tard, reconsidérer l'hypothèse d'une réindustrialisation en tant qu'opportunité. Puisque ces effets présentent tout de même des risques, l'enjeu est alors de développer des stratégies efficientes pour mener à bien cette réindustrialisation. À présent, nous allons voir en quoi la réindustrialisation est une nécessité euh, et en quoi il s'avère primordial de mener celle-ci dans une politique industrielle stratégique et impulsée par l'État à l'aune d'une éventuelle réindustrialisation tenant en compte des autres économies du monde. Si la réindustrialisation apparaît comme une alternative au déclin généralisé de l'économie française, encore faudrait-il déterminer le degré d'intervention de l'État français. Est-il alors plus pertinent d'avoir une faible intervention ou une forte intervention de l'État français dans son économie? De surcroît, une politique industrielle française n'aurait véritablement de sens sans prise en compte des contraintes internationales. Car si le projet européen propose déjà des pistes pour accompagner les projets industriels, l'économie française gagnerait encore plus à adapter sa politique industrielle aux exigences internationales. La question qui se pose alors, c'est celle de savoir quel sera le degré d'intervention de la puissance publique dans l'économie française. On va voir deux aspects. D'abord, une conception faiblement interventionniste. Et là, ça serait la traduction d'une priorité qui serait accordée au soutien des entreprises. La conception faiblement interventionniste serait approuvée par les libéraux. Il s'agirait du grand retour de l'État gendarme, théorisé par Max Weber, garant des piliers structurant une économie. Celui-ci ne s'emploierait à créer qu'un cadre propice pour le bon fonctionnement du marché économique. En cela, cette conception faiblement interventionniste correspondrait avec l'opinion dominante des milieux européens, fortement influencée par le discours néolibéral, lequel pousse à la compétitivité à tout prix. Le faible interventionnisme est justifié notamment chez les libéraux. D'une part, les prix Nobel de 2004, Phil Kinland et Edward Prescott, contestent l'idée d'un État omniscient. En effet, la puissance publique ne saurait gérer à elle seule toute une économie. L'expérience du passé devrait d'ailleurs nous mettre en garde. Tel fut le cas de l'URSS. En effet, la planification à outrance n'a pas eu les effets escomptés. Pour certains adeptes du milieu dur du marxisme, les États communistes n'auraient jamais appliqué ni le communisme ni le socialisme, et que leur politique a plutôt été dictée par des principes capitalistes et nationalistes. Une telle analyse se révèle tantôt exacte, tantôt erronée. Le cas de la Chine. La Chine, c'est un cas révélateur. En 1978, comprenant que la planification sous Mao Zedong fut un échec, le président chinois Deng Xiaoping a libéralisé et il a ouvert économiquement son pays, sans pour autant renoncer à faire preuve modérément d'interventionnisme dans son économie. Et à force de volonté, la Chine aura réussi à favoriser l'essor de ses pôles d'activité. Ayant rejoint l'OMC en 2001, la Chine est fréquemment accusée de subventionner massivement ses entreprises en leur accordant ses marchés publics. L'État chinois recourt par ailleurs au dumping, pratique qui consiste à vendre moins cher à l'étranger pour gagner des parts de marché. Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les Américains n'ont par exemple pas su empêcher la délocalisation de leurs sous-traitants en Chine. L'on voit que les États sont loin d'être omnipotents, car même en promettant l'adoption de mesures contre les risques de certains excès, rien ne garantit que ces mesures préventives soient bien appliquées par les agents économiques. L'approche libérale dira que les travailleurs français se sont volontairement mis au chômage à court terme. C'est le chômage frictionnel. Alors qu'à long terme, ce chômage résulterait plutôt d'un manque d'investissement dû notamment à la fiscalité. Et Arthur Laffer disait à ce titre « Trop d'impôts tue l'impôt ». Ainsi, en se recentrant sur ses fonctions régaliennes, l'État français devrait œuvrer pour alléger le système fiscal français. A l'inverse,
un faible interventionnisme justifierait que l'État français ne s'emploie qu'à investir et soutenir la recherche de certains secteurs d'activité. En reprenant le concept de destruction créatrice théorisé par Joseph Schumpeter, l'État encouragerait les entreprises françaises à innover. Les innovations permettraient alors de périodes d'expansion économique. Pour encourager ce phénomène de destruction créatrice, la puissance publique leur accorderait des aides d'État. Elles devront être notamment accordées à la création des PME et TPE. À la différence des grandes entreprises qui pourront toujours se développer par d'autres leviers, le management de l'innovation et l'innovation incrémentale seront reconnus comme l'élément majeur de la stratégie de développement des startups. En effet, une PME sera fortement valorisée en répondant à un besoin d'un client, car le développement interne de la structure s'adapte aux besoins nouveaux et continus de la demande. Ainsi, une faible intervention étatique pourrait se justifier, et ces apports non des moindres seraient globalement bénéfiques. Reste qu'une faible intervention serait encore insuffisante pour réaliser une réindustrialisation ambitieuse. Il conviendrait alors de préconiser une conception hautement interventionniste pour mener la réindustrialisation française. Nous allons donc voir une autre forme d'interventionnisme, beaucoup plus élevée, et qui va nécessiter un encadrement plus rigide et coercitif dans notre économie. Citons Maurice Horiou, professeur de droit public, qui disait « L'ordre social est ce qui nous sépare de la catastrophe ». Éminent juriste, Horiou préconisait une intervention forte et puissante de l'État, y compris dans la sphère économique. En effet, une conception hautement interventionniste dans l'économie française permettrait l'avènement d'une société égalitaire, vertueuse et bénéfique pour tous les agents économiques. En plus de l'innovation, en effet, une conception hautement interventionniste dans l'économie française permettrait l'avènement d'une société égalitaire, vertueuse et bénéfique pour tous les agents économiques. En plus de l'innovation, l'État français concentrait ses efforts pour réguler les monopoles et agirait comme donneur d'ordre dans d'autres domaines, comme ceux de l'éducation ou de la santé. Récemment, la crise de la Covid-19 aura d'ailleurs repopularisé les idées keynésiennes. En effet, l'État n'hésite plus à emprunter pour permettre la relance économique du pays. Entre des milliers de faillites et de la dette, nous avons choisi la dette, déclarait ainsi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Cependant, l'économiste Pierre-Noël Giraud alerte sur le choix risqué de contracter une dette irremboursable. Si s'endetter est aujourd'hui très facile, c'est également très dangereux puisque la finance ne vous alerte pas avant qu'il soit trop tard. La rupture est brutale quand elle survient. Selon la loi de Wagner, plus la société se civilise, plus l'État est dispendieux. En effet, la croissance économique que devait engendrer la réindustrialisation impliquerait la mise en place de nouvelles productions non délocalisables, à l'instar de l'exploitation des ressources énergétiques ou des infrastructures financées par l'État, des contrôles ou des réglementations. Pour reprendre l'expression de la journaliste Bertille Bayard, le temps de l'effort de guerre doit impliquer un volontarisme industriel total de la France pour mener à bien sa réindustrialisation. D'une part, dans une approche incitative, la conclusion de contrats administratifs entre l'État et les personnes privées devrait être encouragée. Et en cela, en matière de marché et de commandes publiques, les carnets de commandes publiques pourront être suffisamment remplis. Et ça a déjà été utilisé par le passé, cette technique juridique qui avait fait ses preuves, par exemple, en matière de construction d'ouvrages routiers nationaux. Nous penserons à la jurisprudence Entreprise Perrot, de la société Entreprise Perrot de 1963. Il revient alors à la puissance publique de garantir les droits du co-contractant, par exemple en garantissant l'équilibre financier du contrat en assurant l'ensemble prestations-prix, ou encore en assurant le droit à l'équation financière d'un contrat, c'est-à-dire le contrebalancement des pouvoirs de l'administration par un droit corrélatif à l'indemnité accordée aux personnes privées. Et comme le présageait déjà le professeur Jean-François Lafay dans sa thèse Essai sur les traitements des irrégularités dans les contrats d'administration de 2007, trop d'irrégularités entachant les contrats d'administration amènent à leur résiliation anticipée. D'autre part, dans une approche coercitive, l'État pourrait accompagner la réindustrialisation par l'application déjà existante de la législation en vigueur. À cet égard, l'administration des douanes françaises applique déjà le droit national, mais surtout le nouveau code des douanes de l'Union,
le CDU, ainsi que les nombreux accords internationaux comme ceux de l'OMC. Pour autant, les obstacles à la réindustrialisation se mesurent au regard de l'évolution du droit douanier en fonction de la mondialisation économique en vigueur. En effet, la direction des douanes se fonde de nos jours sur la réglementation du commerce international. À l'époque où le libéralisme économique a trouvé sa consécration dans les accords qui auront mis en place l'OMC, et où les barrières douanières sont de plus en plus contestées, la justification même des contrôles sur les mouvements internationaux des marchandises n'apparaît alors plus aussi clairement qu'à l'époque où le droit douanier français constituait l'instrument privilégié de la protection de l'économie française. L'idée d'un État stratège hautement interventionniste apparaît nécessaire pour favoriser la réindustrialisation de l'économie française. Cependant, une action isolée de l'État français pourrait rapidement se heurter aux contraintes internationales. Pragmatique, la réindustrialisation semble nécessiter d'accepter au moins quelques coopérations à l'échelle internationale. À cet égard, l'Union européenne pourrait alors contribuer à cette révolution industrielle en dépit des divergences entre l'Allemagne, qui s'est appuyée principalement sur ses lenders, la Grande-Bretagne, qui a récemment réalisé son Brexit, ou encore d'autres pays de l'Union européenne. Nous conclurons en voyant en quoi notre réindustrialisation doit être effectuée de manière stratégique et qu'une adaptation est nécessaire de notre politique industrielle française au regard des contraintes internationales. On va d'abord prendre la strate la plus basse du niveau international, à savoir l'échelle européenne. Tout l'enjeu réside dans la clarification d'une politique industrielle européenne. Rappelons que l'Union européenne est une organisation sui generis, pour certains en déclin, et que le retard industriel de l'Union européenne a notamment été mis en lumière par la crise de la Covid-19. Précisément, ces difficultés sont structurelles et historiques. En effet, le projet européen apparaît aux antipodes du modèle de réindustrialisation. La ratification, rappelons-le, du traité de Rome de 1957 a permis la réalisation d'une communauté économique européenne, CEE. Et dans un contexte concurrentiel, elle aura contribué à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne. L'instauration d'un marché unique présente de prime abord de nombreux avantages, tels que des économies d'échelle, l'accentuation de la spécialisation dans certains secteurs, une modernisation du tissu industriel, ou encore une concentration des sites de production. Pour autant, l'expansion d'un marché européen n'est pas une condition sine qua non pour une Union européenne suffisamment compétitive. À la différence des industries du Japon et des États-Unis, l'industrie s'est illustrée en agissant de façon désordonnée et avec des moyens dérisoires en subissant de plein fouet sa désindustrialisation. En outre, le projet européen reste antonyme à l'idée d'une réindustrialisation nationale. Source de critique, ce sentiment eurosceptique est d'autant plus exacerbé par la réussite industrielle et nationale états-unienne et japonaise. En effet, le Japon a su appliquer avec aisance un modèle dit en vol d'oie sauvage, selon la formule de l'économiste Kaname Akamatsu, et selon cette théorie de l'économiste, un pays commence par importer un produit manufacturé avant de le produire lui-même, puis de l'exporter. Cependant, l'économiste Sakihito Ozawa nuance l'analyse de Kaname Akamatsu. Et il insiste bien sur le rôle crucial de la puissance publique dans le développement du Japon. En effet, l'État japonais a mis en place une politique protectionniste afin de protéger les entreprises naissantes. Démantelées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les Zaibatsu, ont été remplacés par les Keiretsu, entretenant des participations croisées entre dirigeants. Si l'on reprend l'analyse de l'économiste Alexander Gerschenkron, dégagée dans son ouvrage Economic Backwardness in Historical Perspective de 1962, les différences d'industrialisation passées des pays européens seraient expliquées par leur degré de retard économique initial. Troisième puissance économique de l'Union européenne, la France occupe alors une place confortable pour amorcer son redémarrage industriel. Au niveau européen, l'économie française ne devrait ni nier les apports du protectionnisme, ni en faire sa seule solution.
De toute façon, impossible à mettre en œuvre sous peine de sanctions économiques par l'Union européenne. L'économie française gagnerait alors à adopter une approche résolument collective et à participer à la mise en place d'un protectionnisme offensif au niveau continental. Il s'agit d'une théorie de l'économiste Jean-Marcel Jeanneney. Le protectionnisme offensif permettrait d'instaurer des zones commerciales privilégiées où règne le libre-échange, tandis que le protectionnisme euh, s'appliquerait envers le reste du monde. En l'espèce, avec la production des vaccins européens, l'on peut déjà percevoir des prémices d'une réindustrialisation partielle au niveau continental. En cela, la politique industrielle va dans le sens du projet Bonds que préconisait Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services, c'est-à-dire le financement de projets industriels en France et au sein de l'Union européenne. Ces mesures industrielles devraient permettre de ne pas se faire distancer par les États-Unis sur les emplois qualifiés et par la production à bas coût des pays émergents. Il reste que la France mériterait de se positionner en leader de cet élan industriel. Surtout, la France pourrait par la même occasion ambitionner d'impulser une véritable transition écologique comme projet politique, vraie voie de salut de l'Europe, selon les termes de la journaliste économique